Bienvenue sur le webinaire. Je suis en présence de Osvaldo et Maria que je vais laisser se présenter juste après. Moi, je suis Alison, je travaille chez Compagnie et mon rôle au sein de Compagnie, c'est d'accompagner des structures d'aide à domicile, des établissements, enfin tout type d'organisation du médico-social vers de nouveaux modes d'organisation, notamment vers le modèle des équipes autonomes, mais aussi sur toutes les questions de posture, de collaboration de manière plus large. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de l'APF des Côtes d'Armor qui va nous apporter leur témoignage sur ce que c'est le modèle des équipes autonomes, comment on mène une transformation au sein d'un établissement. Du coup, je vais peut-être vous laisser vous présenter l'un et l'autre, nous dire Ça qui vous marche. êtes. À vous l'honneur, Maria. Bonjour à tous, je suis donc Marielle Montrière et je suis du coup chargée de ressources humaines au pôle domicile des Côtes d'Armor. Donc nous avons entamé et quasi terminé, si on peut le dire, parce que je pense que ce n'est jamais terminé, mais l'aventure des équipes autonomes au sein du pôle. Et je vous laisse la main. Merci. Oswaldo Jacques, je suis directeur du pôle domicile APF France Handicap des Côtes d'Armor. Voilà, je crois que je ne pourrais pas mieux dire que ce que vient d'évoquer Maria. Voilà, on va essayer avec beaucoup de plaisir de partager un peu le chemin qui a été le nôtre, ouais, je dirais, au cours de ces presque 2 ans maintenant de transformation, pour vous dire ouais, humblement où on en est arrivé et ce qu'on envisage, ce qu'on mesure encore être intéressant de développer au sein de notre pôle et plus particulièrement de notre SAD, service d'aide et d'accompagnement à domicile. Voilà, je ne sais pas si Alison, tu souhaites que je dise un mot du pôle domicile très rapidement ou pas? Ouais, complètement. Et juste peut-être avant de démarrer, n'hésitez pas si vous avez des questions à interagir dans le chat du webinaire. On va essayer d'y répondre tout au long du webinaire qui va durer 1 heure jusqu'à 15 heures ensemble. Et si nous n'avons pas le temps d'y répondre, on prendra bien vos demandes et on essaiera d'y répondre ultérieurement. Mais voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous pour que ce soit aussi dynamique pour nous. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, posez-les. Et comme ça, voilà, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Osvaldo, est-ce que effectivement tu peux nous raconter l'APF, qui vous êtes, ce que c'est, comment ça fonctionne? Si je vous raconte tout l'APF, là par contre, on en a pour un petit moment, hein, je vous le cache pas. Non, non, mais peut-être qu'on va effectivement essayer en entonnoir d'arriver à ce qui va nous intéresser un peu plus particulièrement, qui est le périmètre qui est le nôtre avec Maria, qui est celui du pôle domicile APF France Handicap des Côtes d'Armor. Je pense que ne serait-ce que dans l'intitulé, il y a déjà un premier indice de l'identité qui est la nôtre. Nous, on est structuré ici en pôle médico-social qui a pour vocation de n'intervenir qu'à domicile. Ça, c'est la grande particularité de notre offre médico-sociale dans les Côtes d'Armor, en tout cas de celle qu'on porte dans les Côtes d'Armor pour APF France Handicap. Très très rapidement, on est structuré autour de 4 services principaux, SAVS, SAMSA. Enfin voilà, je pense que peu ou prou, on a des gens qui sauront se retrouver dans l'émission d'un SAVS, SAMSA. Et puis un SAD, service d'aide et d'accompagnement à domicile prestataire, où on a nous la particularité, de fait de notre identité associative, de n'intervenir qu'auprès d'un public en situation de handicap. Et plus précisément, voilà, on ne fait entre guillemets que de l'accompagnement sur les actes essentiels de la vie quotidienne et sur la participation à la vie sociale. Je dis que un petit peu, alors non pas en opposition, mais en différenciation de ce que peuvent connaître les SAD de personnes âgées notamment, hein. On peut avoir d'autres types de prestations. Nous, on est vraiment centré sur celle-là. Donc voilà, SAD prestataire qui a la particularité, pour les quelques Bretons dans l'Assemblée et pour les autres qui connaissent notre joli coin, d'intervenir, entre guillemets, là aussi, que sur Saint-Brieuc, 20 km, 20 minutes autour, Lannion, 20 km, 20 minutes autour. Voilà, c'est un découpage historique qui avait été un peu dealé avec le conseil départemental il y a quelques années maintenant. Et puis, la quatrième offre de service, le quatrième service qu'on porte, c'est un SAD mandataire qui vient effectivement en complétude de tout ce que ce que j'ai pu rapidement vous nommer là, qui a pour vocation d'accompagner des adultes en situation de handicap qui voudraient être les propres employeurs de leurs aides à domicile. Et donc, nous, notre objet, là, il est de pouvoir voilà, faciliter leur quotidien dans tout ce qui a trait aux démarches inhérentes à la fonction d'employeur. Comment on déclare à l'URSSAF, comment on fait les démarches auprès du CESU, etc., etc. Comment on accompagne, tant que faire se peut, puisque la ressource est rare, mais dans le recrutement de professionnels. Voilà, donc c'est vraiment de là dont on est parti. C'est vraiment
là où s'inscrit la transformation et la philosophie autour des équipes autonomes qu'on porte avec les collègues et avec l'entièreté des acteurs du pôle domicile. Ju Pardon, ouais, juste c'est vraiment le SAD le SAD prestataire par définition, qui a vu, son organisation se transformer, hein. Voilà, on a aujourd'hui, pas emboîté le pas d'une transformation, de notre SAVS SAMSA. Je dis pas aujourd'hui parce que, bah, voilà, c'est pas un effet d'annonce, hein, mais rien n'est interdit. Mon petit doigt m'a dit que des SAVS SAMSA commençaient à s'intéresser aussi, à une transformation de leur modèle en équipe autonome. Donc, voilà, nous on est plutôt convaincus ici, donc, rien n'est interdit. Et justement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez, nous dire, Maria Osvaldo, quand a commencé, le projet de transformation? Ouais. Ouais, ouais, on va essayer de se le resituer. Quand il a commencé? Peut-être que s'il faut marquer un point de départ, je dirais que moi, je suis arrivé sur le poste, moi, ici, en qualité de directeur en septembre 2021. À peu de choses près, je dirais qu'il a commencé là. Alors très humblement, hein, c'est surtout pas moi qui ai ramené une recette, miracle, qui avait trouvé quoi que ce soit, mais j'avais déjà une sensibilité autour de, ouais, de la méthode Buurtzorg, de la philosophie autour des équipes autonomes. Et moi, ma prise de poste, lorsque je suis arrivé, j'ai dû assez vite quand même me résoudre à l'évidence, qui était de dire qu'on était en plein Covid, en pleine crise sanitaire, et que, à peu près à tous les étages et à tous les niveaux, qu'on soit personne accompagnée, aidant, professionnel, il y avait beaucoup d'insatisfaction. Parce que les mots du domicile, ben, on n'y échappait pas. Et assez vite après ma prise de fonction, j'ai eu envie de commencer à embarquer les collègues de l'équipe de direction sur cette idée de se dire est-ce qu'il serait pas temps là un peu de voir s'il y a pertinence ou pas d'aller retourner la table, d'aller voir ailleurs comment on peut respirer différemment. Donc les premiers travaux, les premières prises de contact, les premiers temps de réflexion qu'on a commencé à avoir en équipe de direction, je dirais qu'ils sont arrivés, je dirais au cours du premier semestre 2022, voilà, plus précisément. Et c'est là où on a commencé effectivement à essayer de matérialiser les choses et d'aller un peu plus loin pour transformer une envie en un projet. Et donc transformer l'envie en projet, ça s'est, aussi matérialisé par l'accompagnement en formation, avec, compagnie. Est-ce que justement à partir de quand ça a commencé ces formations? Et quel a été un peu le parcours dessiné pour, votre structure? Ça a démarré, je dirais en décembre 2022 pour les premières formations, formation cadrage, du coup, formation des cadres et des responsables de secteur qu'il fallait embarquer aussi avec nous. Donc voilà, on a estimé que c'était intéressant de les passer avec nous sur la formation de cadrage. Après, il y a eu leur formation à elles, pour le coup. Donc, formation coach. Alors, nous, on les a pas appelées des coachs, on les a appelées des facilitatrices, mais c'est la formation coach qui s'est déroulée. Du coup, elles ont commencé à partir de mars et ça a été jusque juin, pour le coup. Et puis, il y a eu la formation de l'ensemble des équipes, pour le coup, qui a commencé en avril 2023 et qui s'est fini en février 2024. Donc voilà, les responsables de secteur ont été aussi formés au fur et à mesure. On ne les a pas formés qu'au début, on les a formés le long du parcours de formation aussi des AES. Et est-ce que Maria, tu as une idée du nombre de salariés formés en totalité? Alors, oui, il y a alors donc 8 équipes pour le coup, et en tout, j'ai environ 58 AES, prévu 70, mais ben, on sait ce que c'est que le secteur du domicile et l'accompagnement. Il y a toujours des absents et des arrêts, donc on n'a pas pu former tout le monde. Mais néanmoins, après, ils font équipe et ils se partagent aussi leur formation entre eux. Donc, voilà, 58 AES plus les membres de la direction, plus les 4 responsables de secteur. Ok. Du coup, ça nous permet de bien remettre un peu de contexte. Donc, tu as dit 8 équipes autonomes à ce jour, du coup. C'est ça. Combien de personnes accompagnées chez vous? Que tu Ah, as là, dit? je vous aide, Maria. On est aujourd'hui à 90 personnes accompagnées entre Saint-Brieuc et Lannion.
voilà, avec une répartition 2 tiers, 1 tiers à peu près entre Saint-Brieuc et Lannion. Voilà. OK et du coup, en facilitatrice, ça fait combien de personnes? Elles sont 4. 4 facilitatrices, elles ont chacune 2 équipes. OK, super. Tout à fait. Peut-être effectivement repartir un peu de ce qui comment vous avez embarqué vos équipes, dans le projet. Donc Osvaldo, tu as raconté un petit peu comment toi, tu as entendu parler des équipes autonomes, la philosophie Birdorg. Comment toi, en fait, tu es arrivé avec cette idée, comment tu as réussi à embarquer ton équipe? Mmh. Euh, Déjà, ton équipe proche de direction et puis après au sens large, comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Alors très simplement, je crois que j'ai eu aucun mal, à embarquer quiconque parce que je crois qu'à un moment donné, on avait tous envie et besoin, encore une fois, j'aime apprendre cette image, mais d'une respiration un petit peu différente dans notre quotidien professionnel. Voilà, on était, je pense, arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un fonctionnement, avec quelque chose qui, par définition, était plutôt descendant, et plutôt très descendant, où effectivement, on avait des professionnels très isolés, donc on très, très vite, notamment avec Pierre-Louis, hein, que je nomme là ici et qui est le responsable de service, des services aide humaine depuis de nombreuses années maintenant. Il avait lui aussi, alors, au passage, hein, on n'est pas parti de rien, il avait lui aussi travaillé un peu le sujet sur un mémoire, de fin d'études et cetera, donc il avait déjà une sensibilité à tout ça et donc, ouais, assez vite, ça nous a paru être une évidence que ça valait le coup de tenter, que ça valait le coup d'aller creuser un petit peu tout ça et que ça valait le coup de se dire qu'à un moment donné, c'était pas se faire harakiri, c'était pas se dire qu'on avait mal fait jusqu'alors, que de dire qu'il nous fallait aller penser peut-être une autre façon de fonctionner, une autre façon de penser notre organisation, une autre façon d'embarquer tout le monde. Et donc très, très vite, ouais, ouais, les planètes, en tout cas à l'échelle de l'équipe de direction, se sont alignées sans grande difficulté, je dirais, voilà, et on y a, je crois, tous mis énormément de conviction, dès le début, ce qui fait que ça a été relativement simple, voilà. En plus, après, on a rien inventé, encore une fois, hein, on est allé, s'appuyer très, très vite sur vous, hein, qu'on a rencontrés, dans notre parcours sur Compagnie, avec des gens, sur le coup, encore plus convaincus que nous, même si aujourd'hui, je pense qu'on fait partie des convaincus. Mais voilà, avec, cette espèce d'aspiration philosophique que vous nous avez amené très vite, voilà, et où on a senti que, on se retrouvait très facilement dans cette aspiration, et puis on est rentré assez vite dans les échanges qui pourraient nous permettre de travailler sur une vraie méthodologie de projet, sur une vraie conduite de projet et sur des choses très, très opérationnelles pour comment conduire ce changement, quoi. Il n'a pas suffi de le décréter évidemment, il a s'agit de le conduire derrière, donc voilà. Mais en tout cas sur la capacité qu'on aura eu à embarquer l'équipe, moi j'ai eu cette chance d'avoir tout de suite, la possibilité de trouver une équipe de direction qui était très sensible à tout ça. Au-dessus de moi, hein, évidemment aussi une direction régionale, APF France Handicap, qui à un moment donné, ouais, a assez vite partagé l'ensemble des constats qu'on faisait et qui était, qui et donc qui a vu, une vraie pertinence à aller travailler un autre modèle. Voilà, aller se donner les moyens de travailler un petit peu différemment. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a pu, assez vite trouver les leviers, en interne, de l'assaut. Moi, je souligne que ce qui a été assez bluffant chez vous, c'est que vous avez, au niveau de l'équipe de direction, vous avez fait, enfin, très vite, vous étiez une équipe, mais là, le mot équipe a vraiment fait tout son sens, où vous avez vraiment fonctionné ensemble. C'est pas toi, Osvaldo, tout seul, t'es pas parti dans le projet. Tu t'es vraiment, t'as eu ta garde rapprochée avec qui tu as vraiment avancé sur le projet et sur comment vous allez le déployer, quoi. Bah, je crois, ouais, ouais, enfin, je le voyais pas autrement. Enfin, je veux dire, ça me paraît extrêmement complexe d'imaginer, porter l'envie d'un fonctionnement beaucoup plus, transversal, beaucoup plus horizontal, et donc, par définition, beaucoup moins descendant, et continuer à incarner, cette espèce de truc-là, qui reviendrait à dire que le directeur a tout le pouvoir ou je ne sais quoi. Donc ouais, 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 c'est vrai qu'avec Maria et Pierre-Louis, avec qui je travaille au quotidien, voire plus, on a eu la chance de s'embarquer tous les 3 dans cette aventure. Voilà, nous, on a, voilà, dans notre façon de travailler, on a encore, tous les mois, hein, Maria, je crois, On un fait pas point loin. équipe autonome, tous les 3 où, on se remet autour de la table et on est focus vraiment sur cette dimension équipe autonome, en essayant de pas se départir de ça et en essayant de pas se faire happer par d'autres choses. On est vraiment encore focus sur la conduite du projet, et c'est à 3 qu'on a pris, ouais, la plupart, voire l'immense majorité,
des impulsions, même si, on en parlera évidemment tout à l'heure. On s'est donné aussi les moyens d'élargir le cercle Mmh. d'impulsion, je dirais, le cercle de décision à travers la mise en place d'un comité de pilotage notamment qui a été hyper chouette, quoi. Justement, donc après, donc là, quand vous 3, vous étiez, vous étiez, vous avez vraiment fait équipe sur ce projet. Comment ça s'est déroulé ensuite? Comment effectivement ce groupe de pilotage s'est créé? Comment vous avez commencé à communiquer à vos équipes? Comment ça s'est passé? Avant, on a communiqué au CSE. Déjà. Avant tout lancement de changement, il faut communiquer au CSE. Donc, ça a été la première étape en octobre 2022. Ça s'est passé. Il y a eu un CSE extraordinaire de présentation. Il y a eu une expertise demandée par le CSE. Et il y a eu un avis consultatif qui a été donné à la suite de ce CSE. Donc voilà. Et après, on a aussi fait des réunions institutionnelles pour présenter à l'ensemble des équipes ce projet, pour savoir, pour qu'ils sachent vers où ils allaient, qu'est-ce qu'ils en pensaient, connaître aussi leurs craintes, pour savoir comment y répondre. Donc, on a fait vraiment, il me semble, 4 ou 5, je ne sais plus, présentations en décembre auprès des salariés pour leur présenter le projet. Ça a été reçu comment? Ça a été alors, bien reçu, je pense, dans la majorité, en tout cas, plutôt bien, des craintes forcément, enfin, voilà, pas forcément, pas de point de tension, juste voilà, des questionnements, je dirais, plus. Ouais, globalement, moi, je garde le souvenir de ces 5 réunions là qu'on a fait à vitesse grand V une fois qu'on avait eu, l'avis consultatif du CSE, hein. Je me souviens, je crois, Maria, on a eu l'avis consultatif le 8 décembre et le 9 décembre, Ouais. on était déjà en Et réunion avec un premier groupe d'AES, d'accompagnants éducatifs et sociaux. Moi, je garde le souvenir presque d'un soulagement, Mhm. de la part des collègues, parce que j'ai eu, moi, cette sensation de dire de ressentir, pardon, des professionnels soulagés de se dire, «On a été entendu quoi. On est Mhm. entendu sur le fait qu'à un moment donné, on est un peu à bout de souffle, quoi». Et on ouvre la possibilité de quelque chose d'autre. Alors on n'a rien prétendu, hein, on n'avait pas encore une fois de baguette magique, on n'a jamais promis de grands lendemains et il faut se le dire tout de suite, il y a plein de jolies victoires, il y a plein de moments assez merveilleux, il y a plein de moments d'enchantement, qui sont très, très chouettes à partager. Il y a pas de grand lendemain. Enfin, je crois pas que ça se joue comme ça, sinon, ça se saurait. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ouais, j'ai trouvé que face à nous, on avait des professionnels qui étaient, ouais, presque soulagés, ouais. Je crois que c'est ce qui me vient le plus. Voilà, qui avaient des questions bien évidemment, mais qui étaient soulagés d'avoir cette sensation d'être entendus. Oui. Ouais. Et Et puis et qu'on a voulu faire participer. ouais, tout à fait. Voilà. Et voilà. Nous, on n'avait pas forcément tout construit. Le parcours n'était pas construit de A à Z, les décisions de comment on allait former les équipes, enfin, en fait, rien n'était vraiment décidé, mis à part le parcours de formation. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre ce fameux copil en place où ils étaient partie prenante pour décider avec nous. Ouais, et juste, alors, juste effectivement, avant de revenir sur le copil, c'est vrai, dans votre parcours, vous avez eu ce CSE extraordinaire qui a pu être un frein, mais comment vous l'avez dépassé? Enfin, ça aurait pu vous faire peur, et pas du tout. Qu'est-ce qui jouait à ce moment-là? À force de l'habitude. Non, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et on l'a pris comme on devait le prendre. C'est-à-dire que, on a comme ça peut se jouer ailleurs, un dialogue social qui est pas simple parce que des enjeux autour de l'aide à domicile qui sont quelquefois complexes, bien évidemment. Donc, on s'attendait pas finalement à autre chose que de la résistance au changement qui est un process, qu'on connaît, tous par ailleurs, hein, et dont on se défend quelquefois, mais dont on doit sans doute être, nous aussi, on doit certaines fois être résistant au changement aussi, dans nos quotidiens. Donc, voilà, on l'a appréhendé avec ça. Ça n'a pas été, rigolo tous les jours, ça n'a pas été simple d'imaginer qu'il faille aller rechercher un expert, et qu'il faille repasser sur le grill d'un certain nombre de choses, mais on l'a fait parce que c'était un élément incontournable de toute façon, par définition, on n'avait pas le choix que de le faire. Et puis parce que par définition, si on ne l'avait pas fait, de toute façon, on se serait privé, de nos représentants du personnel. Donc on ne pouvait pas se passer d'eux. Ils sont partie prenante du projet. On s'est évertué, soit dit en passant, à chaque CSE, de faire un point sur les équipes autonomes. Chaque CSE. Voilà, chaque mois, on mettait à nous à l'ordre du jour un point sur les équipes pour faire en sorte qu'on soit dans un vrai partage avec eux, de comment on avançait dans l'aventure. Donc voilà, donc
Donc, est-ce qu'on les a totalement convaincus au moment où on a eu à le faire? Peut-être pas. Est-ce qu'aujourd'hui ils le sont? Je pense, ouais. Je pense, ouais. Pour la plupart, ouais, ouais. En tout cas, ceux qui étaient à l'époque, élus et qui avaient eu à rendre cet avis consultatif, je pense aujourd'hui sont beaucoup plus convaincus qu'ils ne pouvaient l'être il y a 1 an et demi en arrière. Donc c'est vachement intéressant à observer, vachement. Et alors, et en parallèle du coup de ce CSE, effectivement, il y a eu l'accompagnement compagnie qui a débuté et nous, on vous a demandé dès le début de créer un groupe de travail, un groupe projet qui allait pouvoir mener ce projet tout au long du parcours. Donc, c'est un COPIL, hein, c'est un comité de pilotage. Comment vous l'avez constitué et comment il fonctionne aujourd'hui? Je commence Maria, puis Allez-y. tu complètes, bah, comment, très simplement, on avait un principe qui nous semblait absolument pas discutable, qui était de dire il faut qu'on embarque le plus d'acteurs possible. Enfin, en tout cas, une représentativité la plus exhaustive possible. Et donc, bah, on s'est doté d'un comité de pilotage où bah, des personnes accompagnées sont avec nous. Voilà, où une facilitatrice est avec nous, où 3 AES sont avec nous, ou un membre de l'équipe régionale pour faire le pas de côté de temps en temps, qui fait du bien et qui nous permet de nous décentrer du quotidien, a été avec nous, est avec nous depuis le début, où Maria, Pierre-Louis et moi, on s'est investis. Voilà, et donc on a très simplement travaillé sur un appel à candidature et on a eu beaucoup de candidatures. Voilà, tant des personnes accompagnées que des professionnels qui avaient envie de s'embarquer là-dedans. Et puis dans la façon de le faire vivre, on s'est évertué à quelque chose qui a été hyper passionnant, enfin moi, qui pour moi est presque la plus grande réussite qu'on a eue depuis le début du projet, qui était de dire dans ce comité de pilotage, c'est une vraie instance, peut-être pas de décision, mais au moins d'impulsion, quoi. Et on a la voix du directeur compte tout autant que la voix de la personne accompagnée, que de l'AES, que de la facilitatrice. Pour vous donner des exemples très très précis, c'est dans ce comité de pilotage qu'on a déterminé les règles qui nous ont permis de composer les équipes de professionnels. C'est-à-dire que, voilà, on s'est interdit avec Maria et Pierre-Louis, de faire ce boulot-là. On a travaillé avec eux des critères. Maria, je pense que vous pouvez peut-être les renommer. Il y avait plusieurs critères. Il y avait, Bah, l'ancienneté, ouais, l'homme, homme-femme, le lieu d'habitation, le ouais. retour des week-ends, enfin, et j'en passe, les heures de contrat de travail. Voilà, on essayait de faire des équipes vraiment équilibrées avec le maximum de critères possibles, en essayant de tous les respecter. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec le Copil. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait, nous, seul sur un coin de table. On l'a passé au tamis avec eux. Après, nous, sur la composition des équipes de professionnels, on a gardé la main parce qu'on a estimé, là, à un moment donné, qu'on avait une vision forcément un peu plus globale de l'ensemble des situations individuelles des salariés. Donc, c'était à nous de garder la main. Mais on a fait ça. On a défini avec eux bah, tous les rôles et les fonctions qui pouvaient être occupés au sein des équipes autonomes. En retravaillant sur les fiches de mission. On a travaillé à une communication constante à l'issue de chaque copil. On vient de terminer notre 10e copil la semaine dernière, Maria, c'est ça? Ah, Voilà, en sachant qu'on en a fait 7 entre janvier 2023 et juillet 2023, si je dis pas de bêtises. mm. Donc on avait eu un rythme voilà, très très soutenu au démarrage. On a créé un flash info, voilà, où dans une répartition des rôles, ben, ça tournait, ça pouvait être un binôme, personne accompagnée, équipe de direction qui avait en charge de réaliser le flash info, et qui était ouais, une petite gazette un peu là qu'on mettait en circulation de l'ensemble des personnes accompagnées, de l'ensemble des professionnels du pôle domicile. Tout à l'heure, je parlais des différents services qui composaient le pôle domicile, mais on a estimé que bah, c'était très intéressant aussi que bah, les équipes du SAVS AMSA qui pouvaient avoir des accompagnements en commun soient destinataires du même niveau d'infos. Voilà, donc on s'est vraiment évertué à faire en sorte que ce soit quelque chose de très vivant et que ce soit vraiment une instance où la parole circule et où l'impulsion donnée par le copil était réellement prise en compte. Voilà. Donc ça a été franchement des moments extrêmement, extrêmement riches avec eux. Et ce copil continue toujours d'exister. Ouais. Et ça, tout le monde, enfin, on a beau avoir fini la transformation, entre guillemets, il y a toujours des choses à améliorer, des procédures à revoir, et pareil, on continue à les revoir en copil. Pour vous donner un exemple très concret, le dernier copil, on a déterminé avec les membres du copil les règles qui nous permettraient d'impulser les premiers mouvements entre les professionnels dans les équipes. Vous voyez?
On a déterminé avec eux, est-ce qu'on part sur 1 mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, quelles limites on se met, comment on saisit, ça, on a créé avec eux la fiche de saisine, enfin, voilà, on a été assez loin, quoi. Et ça, c'est à la main du copil, c'est pas à la main de l'équipe de direction, c'est encore moins à ma main, c'est vraiment une dimension collective et c'est des choses qu'on a pu discuter avec, notamment, des personnes accompagnées qui avaient leur mot à dire, quoi. Et Et ça, c'était qui participe volontiers? Oui. ouais, carrément, OK. carrément. Bah, là, Mmh. on imagine peut-être, changer un peu la composition du copil pour redonner un peu, voilà, la place à tout le monde et on sait qu'il y a des personnes qui étaient frustrées de pas avoir été dans le premier copil, donc on va sans doute changer la configuration, refaire un appel à candidature. On a bien senti que chez les personnes accompagnées, elles avaient pas trop envie de lâcher leur place. Donc, heu, donc voilà. Donc c'est intéressant, c'est qu'elles s'y sentent bien et qu'elles s'y sont senties, entendues. Super. Hem, Toi, Osvaldo, si tu devais, dire quelques mots pour, les dirigeants qui regarderaient le webinaire et qui se demandent comment embarquer leurs équipes, tu dirais quoi? Mmh, je dirais quoi? Je dirais que alors si vraiment je m'adresse à des collègues, et à des pairs, directrices, directeurs, je dirais que moi sincèrement ça a changé ma façon de voir mon boulot au quotidien. Oui bien sûr, je continue à assumer plein de choses qui sont de l'ordre de ma responsabilité, tous les jours, il y a pas de souci là-dessus. Mais l'idée de me dire qu'à un moment donné, on pouvait, vraiment se donner les moyens d'un fonctionnement, avec beaucoup plus d'horizontalité, beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de confiance donnée aux professionnels au sein des équipes, beaucoup plus j'allais presque dire de respect de leurs compétences, de leur expertise. Moi franchement ça m'a offert une vraie bouffée d'oxygène. Alors Mmh. j'étais pas à court d'oxygène, hein, parce que quand je suis arrivé, si j'en avais manqué dès le départ, ça aurait été inquiétant. Je crois que j'avais justement suffisamment d'énergie pour essayer d'impulser tout ça avec les collègues. Mais j'avais quelques années de direction évidemment dans les pattes avant d'arriver ici et 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 je trouve qu'il y a ouais, il y a vraiment ce côté-là, qui est ultra intéressant de se dire, heu, comment à un moment donné cette façon de faire vivre la parole, on la rend beaucoup plus palpable et concrète dans le quotidien, quoi. Et ça, moi, ça a été une vraie aspiration, donc je sais pas si c'est un conseil d'ailleurs, en le disant. Mais en tout cas, c'est peut-être une des plus grandes réussites que je vois, moi. Voilà et derrière, le conseil que je donnerais, si tant est que ça en soit un et que j'ai à en donner à quiconque, c'est de dire que, bon, il y a une vraie dimension de lâcher prise derrière, Mmh. qui est, pas simple du tout. Je suis pas du tout, persuadé que je sois le roi du lâcher prise, loin de là. Mais n'empêche que si tu t'embarques là-dedans et si tu veux effectivement, donner, de te donner la chance d'un réel fonctionnement, en équipe autonome, tu as pas le choix que de lâcher prise. Super. Peut-être une question qui revient souvent, quand les directions regardent, pour partir dans ce type de modèle, c'est, le financement. La question du financement. Comment on finance un projet comme celui-ci? Comment on finance? On fait une quête? Non, non, alors, on est un peu atypique nous peut-être sur la question du financement parce que on a pris le truc un petit peu à l'envers. Habituellement, on attend qu'il y ait un appel à manifestation d'intérêt, on attend qu'il y ait un appel à projet parce que c'est finalement les 2 portes qui d'entrée, les plus commodes à utiliser. Nous, on savait qu'il y en aurait pas. Voilà, dans les échanges qu'on pouvait avoir avec le département, on savait que la fenêtre ne serait pas ouverte immédiatement. Donc on a un peu renversé la vapeur, on a fait dans l'autre sens. On est allé voir le CD, et on leur a dit, on ce qu'ils savaient déjà. On leur a dit: «On est un peu à bout de souffle, on est un peu au bout de quelque chose, on a des collègues, on a, des gens qui nous accompagnent, on a, compagnie qui est pas loin. On a, une vraie proposition intéressante de repenser notre fonctionnement. Est-ce que vous êtes prêts à nous suivre, quoi?» Et on l'a plutôt fait dans ce sens-là. Voilà. On a eu à travers notamment la dotation complémentaire qualité, hein, qui est un ressort qui parlera sans doute, aux directrices et directeurs de SAT s'il y en a dans l'assemblée. On a eu un soutien, du département à cet endroit-là et donc c'est comme ça, nous, qu'on l'a financé. En tout cas sur la partie, enfin sur la partie liée à proprement parler à l'activité et à tout ce que ça a pu générer comme nouveau temps intermédiaire,
notamment dans le quotidien. Et puis il y a l'aspect aussi formation où là, Maria a fait un énorme boulot en lien avec le siège d'APF France Handicap. Je vous laisse peut-être en dire un mot, Maria, pour expliquer comment on a pu aller chercher des choses sur le parcours PEDA. Ouais, on s'est, bon, j'ai envie de dire tout simplement oui et non, rapproché de notre co, du coup, avec qui on a présenté aussi ce projet, hein, qui on a présenté les formations qu'on souhaitait mettre en place. On a une partie qui est passée sur notre CIFA habituel, forcément. Il faut aussi qu'on fasse un effort de notre côté. Donc voilà, on a privilégié une bonne partie de notre CIFA du coup pour les AES sur cette année-là. Et puis on a eu aussi des fonds mutualisés de branche aussi, du coup, que notre co est allé chercher aussi, du coup, pour finaliser le budget de formation et pour nous soutenir, du coup, sur cette action. Donc voilà, on a été financé sur la totalité de notre plan de formation, de la formation, du coup, par notre co via le CIFA et via le fonds mutualisé de branche, du coup. Et justement, ça fait le lien. Alors là, il y a vraiment comment on va chercher des fonds sur les formations, mais du coup, on repense aussi l'organisation avec des nouveaux temps, des heures Hum. non productives, donc des temps de réunion. C'est un peu nouveau. Les ES se retrouvent à avoir des heures de réunion toutes les semaines ou tous les 15 jours selon les organisations. Comment on le repense, ces temps-là? On le repense comme une évidence. Hum. C'est-à-dire que, par définition, si on fait le choix de s'embarquer là-dedans, il faut effectivement se donner les moyens d'une organisation qui colle à la philosophie. Si on a voulu, encore une fois, retourner la table, c'est bien parce qu'on voulait sortir les professionnels de cet isolement, on voulait leur offrir des espaces où ils pourraient faire équipe, on voulait leur offrir des espaces où ils pourraient amener, amener des choses plus précises pour, au bout du bout quand même, encore une fois, aussi améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes. Donc nous, on se l'est imposé, c'est-à-dire que très clairement, on a été extrêmement rigoureux, notamment pour que dans les 6 premiers mois de vie des équipes autonomes, il y ait une réunion hebdo. Mmh. Voilà, donc oui, c'est 2 heures où tu es pas productif, au sens premier du terme. Voilà, où c'est des heures intermédiaires, comme on Mmh. aime à le dire, du temps intermédiaire, mais c'est du temps de gagner derrière. Au bout du bout, c'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner parce que par définition, alors encore une fois, il y a pas de baguette magique et on le voit bien nous, hein, parce qu'il y a des réussites et il y a encore des zones, des zones grises et des zones d'achoppement. Mais c'est du temps de gagner parce que c'est peut-être ça qui va au bout du bout te permettre de réduire ton absentéisme aussi, parce que les professionnels se sentent euh, faire corps, se sentent fonctionner en équipe, parce que tu leur as donné la possibilité de ne plus subir exclusivement leur planning et leur organisation de travail et de contribuer à la planification, parce que l'organisation des réunions, on a des réussites extraordinaires. Je pense à des collègues qui nous font aujourd'hui des comptes rendus de réunions, pour des collègues qui n'avaient jamais fait ou presque de réunion. Alors, je force à prendre le trait, hein, quand je le dis comme ça. Je veux dire, quand on voit certains de nos comptes rendus à nous, on pourrait presque rougir un peu, quoi. Donc voilà, on sait, voilà. Donc comment on fait? On déroge pas avec ça. On déroge pas avec ça et voilà, même dans des moments où c'est plus difficile, même dans des moments où tu tangues parce qu'encore une fois, il y a pas de grand lendemain et que, on n'a pas réglé tous les problèmes d'absentéisme, on n'a pas réglé tous les problèmes de recrutement, c'est pas vrai. Ça serait se raconter des histoires. Voilà, j'ai en tête, voilà, la situation là sur Saint-Brieuc, où c'est un peu plus complexe depuis quelques mois, et où on a demandé à nos facilitatrices de surtout pas lâcher prise sur les réunions, par exemple. Parce que sinon on détricote tout ce qu'on a voulu mettre en place, quoi. Et on retombe dans un fonctionnement qui pourrait peu ou prou ressembler à celui qu'on a voulu laisser derrière nous. Et là, je pense pas trahir la parole de nos facilitatrices. Voilà, une collègue qui avait perdu un peu le fil sur la mise en place de réunions. On l'a poussée à remettre en place ses réunions, on lui a demandé d'être beaucoup plus rigoureuse. La dernière fois, elle ressort de réunion, elle avait le sourire, elle avait la banane voilà, elle avait la banane parce qu'elle a trouvé sens à être avec les AES, à retravailler sur un certain nombre de choses, à pouvoir échanger. Donc voilà, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix qu'il faut assumer, je pense, en étant conscient effectivement que ça génère des choses, que ça génère du temps intermédiaire supplémentaire, mais qu'au final, je pense quand même que ça doit avoir la possibilité de nous offrir, ça doit nous offrir la possibilité que ce temps intermédiaire, on le regagne par ailleurs sur d'autres choses, quoi.
Super, je vois qu'il y a quelques questions, on va peut-être essayer d'y répondre. Il y a une question c'est quelles sont les plus grandes difficultés traversées? Il n'y en a pas. Zéro Aucune. Moi, difficulté. zéro. Zéro. Non, lesquels? Je pense que il y a l'accompagnement au changement qui, par définition, de toute façon, quel que soit l'endroit et le projet qu'on va porter, induit nécessairement des craintes et des réflexes qu'on a tous. Donc ça, il a fallu bah, s'y préparer. Même si je le redis, je pense qu'on a d'abord soulagé quelque chose et libéré quelque chose dans le fait de se projeter, nous, ici. Donc ça n'a pas été le plus compliqué. Maria, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'est par exemple quand on a annoncé la composition des équipes de professionnels. Sur Voilà. la, en tout cas, au début. Ouais, au Et début, ouais. on l'a retravaillé, du coup, vu qu'elles ne se sont pas tous lancées en même temps, on a pu le retravailler sur la suite, du coup. Mais oui, la crainte de savoir avec qui on va travailler, comment ça va se passer, oui. Ouais, Et qui on va accompagner, enfin, qui ils vont accompagner aussi, parce qu'il y avait aussi ça. ouais. Ouais, c'est vraiment effectivement cet étau qui s'est resserré à la fois avec des collègues plus directs, bah, parce que 8 à 10 collègues, hein, nous on est sur des équipes de 8 à 10 professionnels, pas plus, et un groupe de personnes accompagnées. Alors nous ça varie parce on intervient aussi beaucoup sur des habitats inclusifs, où on a des très gros plans d'aide, donc on peut avoir des groupes où on a 6 usagers, seulement 6 personnes accompagnées, mais en moyenne c'est une quinzaine de personnes. Et donc, ouais, c'est vraiment ça qui a été le plus complexe, moi, je trouve, à accompagner. Ça, et puis, mais ça, on le savait, et on n'a pas trouvé comment faire autrement, et je ne pense pas que ce soit possible. La bascule entre les deux fonctionnements, enfin, ce que vous avez commencé à dire, Maria, ouais, effectivement. Comment, nous, on a déployé par phase, c'est-à-dire que c'était impossible de lancer les 8 équipes en même temps, ça n'aurait pas tenu, et donc on a fait 2, 3, 3, si je dis pas de bêtises, Voilà. entre phases. Et donc, ouais, notamment les dernières semaines, les derniers mois, pour aller rechercher les 3 dernières équipes, qui savaient par définition, à peu de choses près, avec qui elles allaient bosser, qui elles allaient accompagner. Ouais, ça a été une zone un peu pénible, ouais. Ouais, Mm. ouais. Il y a une question aussi sur est-ce que vous pouvez préciser le type d'audit lancé dans le cadre du CSE? Est-ce que c'est le CSE qui l'a demandé ou vous aviez anticipé cela? C'est le CSE qui l'a demandé. Ouais, c'est ce qui l'a La demandé. surprise. Mm, mm. Ouais, bah, quel type d'audit? Quel type d'audit, pardon? C'est un audit qui a à voir avec le changement de l'organisation de travail. Donc voilà, ils ont mandaté un cabinet lié à leur syndicat, voilà, en l'occurrence, qui est venu effectivement auditer le projet, la façon dont on avait envisagé le changement d'organisation. Euh, Aujourd'hui, là, ça y est, vous avez fini votre parcours de formation. Où vous en êtes là aujourd'hui? Comment ça fonctionne à l'APF, les équipes? Mmh. Pardon, juste, Alison, sinon je vais l'oublier. Juste Oui. sur la question du CSE, intéressant quand même de se redire, est-ce qu'on l'avait anticipé? Non, on ne l'avait pas anticipé. Est-ce qu'il faut anticiper quelques milliers d'euros au cas où pour payer un audit? Peut-être. Oui. Si on s'adresse à des dirigeants, peut-être. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que plus sérieusement et voilà, au-delà de la blagounette, ouais, 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 bah, on sait qu'un changement comme celui-là, il peut amener ce genre de réaction et oui, oui, si c'était à refaire, peut-être que je provisionnerais un petit peu différemment. Pardon Alison, du coup, c'était Non, mais, aujourd'hui non, ou mais, maintenant? non, mais enfin, tu as totalement raison de faire la précision parce qu'effectivement, ça peut. On l'avait pas anticipé, donc effectivement, c'est un peu la surprise quand tu m'as appelé, que tu m'as dit voilà, qu'il y avait un CS extraordinaire. Il a fallu repenser un peu comment on allait déployer les choses, donc c'était intéressant, mais ouais, gros challenge. Euh, et du coup, oui, aujourd'hui que vos formations sont terminées, comment ça se passe aujourd'hui? Euh, voilà. Sans enjoliver quoi que ce soit, je suis bien. Enfin, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Enfin, je veux dire, on s'est engagé, nous, avec Pierre-Louis, que j'ai cité à plusieurs reprises là, dans le webinaire, à aller rencontrer les 8 équipes là, au cours du dernier mois, pour être en lien direct avec eux, pour faire voilà, un petit rétex de leur dernier mois ou de leur année presque et demie désormais pour les premières équipes, pour voir un peu comment elles vivaient tout ça.
moi, je suis vachement satisfait de voir que, en tout cas en termes de philosophie, de travail, et de ce qu'on leur propose, il y a une vraie adhésion. Il y a une vraie adhésion globale. Voilà. Ça, c'est réel. Je le sens et il y a des signaux qui trompent pas. Enfin, je veux dire, ça peut paraître très anecdotique, mais pour les collègues qui ont des SAD dans leur périmètre de responsabilité, moi, quand je suis arrivé, les AES, enfin, on les appelle les AES, mais aussi les accompagnants éducatifs et sociaux, les auxiliaires de vie, on les voyait pas, quoi. On les voyait pas. Enfin, je force à peine le trait en disant qu'elles étaient presque invisibles. Elles passaient chercher les clés de la voiture ou elles passaient chercher leur planning. Aujourd'hui, elles ont des temps dédiés, elles ont des réunions d'équipe, on les voit, elles font partie, intégrante de la vie du pôle. Elles en sont vachement satisfaites et reconnaissantes, je pense. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant en termes de philosophie. Maintenant, dans le quotidien, est-ce que ça a tout changé? Est-ce que, tout est parfait? Non, loin de là. Loin de là, on voit bien qu'on a 2 dynamiques très différentes aujourd'hui. On parlait de notre sectorisation. Alors c'est la vérité du moment, hein. Peut-être que si on se revoit dans 6 mois, je vous tiendrai un discours totalement on vous tiendra un discours totalement différent. Mais on a, par exemple, un secteur, ouais, ouais, sur Lannion, où aujourd'hui nos 3 équipes fonctionnent bien tant pour les personnes accompagnées que pour les professionnels. Au passage, il y a rien d'offensant en disant que, bah, on n'avait pas misé, sur le fait que ça prenne aussi bien à Lannion et on avait plutôt imaginé que ça serait l'inverse. Voilà. Et la réalité, c'est que sur Plérin, bah, on est un peu englué, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, bah, par un absentéisme qui nous échappe, par les mots MAUX d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Voilà, avec des choses en plus qui sont, alors sur le coup, très indépendantes de notre volonté, avec des inaptitudes, avec voilà, des choses qui font partie de la vie évidemment d'un SAD qui compte 80 professionnels, qui compte 122 professionnels à l'échelle du pôle. Donc ouais, ouais, on a évidemment des dynamiques très différentes, très très différentes. Et puis avec des facilitatrices bah, ouais, qui embrassent aussi le rôle euh, différemment, voilà, en fonction de ce qu'elles sont, de leurs appétences, de leurs aspirations. Il y en a qui sont plus à l'aise sur la gestion du quotidien, il y en a qui sont très à l'aise dans la dimension d'animation d'équipe et qui se régalent d'avoir pu embrasser cette nouvelle mission. Voilà, je pense à une collègue, Maria, je pense qu'on pense à la même. Mm. L'animation d'équipe, c'est une révélation pour elle, quoi. Je pense elle prend beaucoup de plaisir. Voilà, là où d'autres, bah ouais, ont encore des réflexes de gestionnaire de planning beaucoup et donc où, ben, il faut encore qu'on les accompagne et ça fait partie du jeu et c'est tout à fait normal. Donc voilà, je dirais qu'on en est, à peu de choses près, on en est là, quoi. Voilà, donc plutôt positif en termes de philosophie et de ce que ça engendre dans la vie du pôle, et dans la vie, des personnes accompagnées, parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé, mais elles sont plutôt satisfaites dans l'ensemble quand même d'avoir vu, de manière drastique, réduire le nombre d'intervenants dans leur quotidien. Parce que c'est ça, l'élément majeur, de Mm. modification, pour les personnes accompagnées, c'est que, je force pas le trait en disant qu'on pouvait avoir des situations où on avait 20 à 30 professionnels différents sur une semaine pour une personne accompagnée, il y a encore quelques temps. Là, tout au plus, dans une équipe qui est au complet et qui tourne, on leur en propose 8 ou 10 dans les situations où on intervient la nuit. Enfin, vous voyez, donc évidemment, ça change du tout au tout. Et là, elles s'y retrouvent complètement. Et elles le disent bien, notamment à travers le copil. Elles l'expriment bien. Donc c'est chouette. Mm. Et alors là, c'est une question un peu, je vais pousser un peu le vice, mais est-ce que là, aujourd'hui, vous feriez marche arrière sur cette démarche? Maria, à vous l'honneur. Non. Non, parce que déjà, ça fonctionne. Alors oui, il y a des choses à améliorer, mais surtout, voir et les personnes accompagnées qui sont satisfaites maintenant d'avoir moins de personnes, et les AES, quand on les voit souriantes et qu'on voit qu'elles font équipe, non, on va pas, non, on fait pas marche arrière. Je pense que voilà, on les voit ensemble, elles discutent et voilà, elles parlent aussi des personnes accompagnées. Et je pense que c'est aussi un gain, c'est que quand elles sont en réunion, voilà, elles parlent ensemble des personnes accompagnées, des problématiques qu'elles peuvent avoir. Là où avant, ben, elles pouvaient pas. Et même du coup, ça permet aussi d'avoir un meilleur accompagnement pour les personnes accompagnées, puisque du coup, les problématiques sont traitées en direct ensemble, tout le monde est au courant. Voilà, toute l'équipe qui doit le savoir le sait, quoi. Donc non, on fait pas marche arrière. Non, mais je dirais pas autre chose. Pour rien au monde, je ferai marche arrière. Voilà, même si encore une fois, il n'y a pas de grand lendemain. Que c'est une,
une vigilance au quotidien pour faire vivre cette philosophie, et pas tomber dans l'écueil de revenir à des fonctionnements qu'on connaissait, voilà, beaucoup plus descendants, beaucoup plus verticaux, voilà, mais non, 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 je serais absolument pas intéressé moi pour revenir en arrière. J'irais même à dire que, ouais, je m'interdis rien d'imaginer que c'est possible même d'élargir un peu cette philosophie à d'autres services, demain. Enfin moi j'y trouve en tant que directeur, puisque c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et pour vous témoigner, de mon retour à moi d'expérience, heu, ouais, je trouve ça vachement plus intéressant. Vachement plus intéressant dans la façon de faire vivre la relation managériale, la confiance aux équipes, la reconnaissance de leur expertise. Ouais, ouais, je trouve que c'est beaucoup plus stimulant. Donc non, non, en aucun cas, moi, je reviendrai en arrière. On a encore de nouveau des questions. Est-ce que vous avez ritualisé des temps, rétrospectifs, notamment pour l'amélioration continue? Et si oui, comment et avec qui? Alors, j'ai lu la question, mais j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Des temps rétrospectifs pour l'amélioration, ouais, des bilans quoi, un petit peu, enfin, j'imagine. Comment oui, 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 alors on avait déjà de toute façon, et puis je pense que ça répond à une dernière question qui vient d'être posée, je triche aussi un petit peu. Oui, oui, une démarche d'amélioration continue, qui est très poussée, nous, au niveau du pôle domicile. On a cette chance d'avoir 2 référents de qualité, qui sont hyper investis et qui, de toute façon, faisaient déjà vivre cette dimension de temps rétrospectif à travers des questionnaires de situation, à travers un certain nombre de temps qu'on pouvait imaginer. Ce qu'on n'a pas encore vraiment engagé et dont on sait qu'il va falloir pour lequel on sait qu'il va falloir qu'on se retrousse les manches bientôt, c'est toute cette dimension bilan. Évidemment, dans la conduite de projet, on avait déjà envisagé et imaginé des critères d'évaluation. Tout ce qu'on vous dit là, c'est très sympa, mais c'est un peu du déclaratif pour l'instant. Donc il va falloir aussi qu'on aille le confronter à des indicateurs très précis, à des choses très précises. Et donc oui, oui, là, finalement, on est bientôt à voilà, les dernières équipes, encore une fois, Maria l'a bien situé, les dernières équipes ont fini leur formation au mois de mars, hein, donc c'est Mmh. hier. Donc oui, oui, on sait que, sur le dernier trimestre et le premier trimestre 2025, là, il va être temps, d'aller, retravailler sur le bilan, le premier bilan, très complet et précis de ce changement d'organisation. Et effectivement, il y a alors je reprends les questions. Il y a une question aussi qui est: dans votre organisation d'avant, les échanges avec les bénéficiaires étaient principalement avec les RS, donc notamment sur, tout ce qui touche à l'organisation des plannings, modifications, concertation, travail avec les partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui les auxiliaires sont en première ligne? Aujourd'hui les auxiliaires sont en première ligne, comment vous gérez la traçabilité? Bonne Alors question. Mmh. ouais, non, c'est une très, très bonne question. Nous, on a fait un choix très précis, et ça a été vraiment un sujet de discussion qui a vachement été discuté en copil notamment. Heu, on a été très clair sur le fait que la responsabilité de la planification incombait et incombera toujours à la facilitatrice, à la responsable de secteur. Voilà. Et on offre la possibilité à des professionnels de contribuer à la planification, d'être force de proposition, de voir de la finesse de l'organisation d'une journée, que la facilitatrice n'a pas, parce qu'elle est pas dans le quotidien avec les bénéficiaires, avec les personnes accompagnées et cetera. Donc vraiment la question de la responsabilité, elle reste bien aux facilitatrices. Donc voilà. Maintenant, ce que ça a complètement changé et qui est hyper vertueux, c'est qu'il y a un fonctionnement en co-responsabilité. Mmh. C'est-à-dire que dans la mesure où les personnes accompagnées, elles voient tous les jours les mêmes AES et qu'elles en ont plus 25 qui viennent chez elles, ou un qu'elles verront en mars et puis, qu'elles ne reverront pas avant juillet, elles savent qu'elles ont des relais avec l'équipe d'AES qui leur est dédiée. Et donc, heu, à défaut de te reporter la responsabilité, aux AES, elles savent qu'elles peuvent s'appuyer sur elles pour que l'information, passe mieux, soit certaine qu'elle arrive bien, qu'elle soit pas déformée, enfin voilà, qu'on soit encore plus vertueux là-dessus. Donc, c'est surtout ça que ça a changé. Oui, et puis il y a les temps de réunion pour Il s'organiser, y a les temps de réunion, voilà. Et puis d'un point de vue très, très pratique et pratico-pratique, nous on s'est donné les moyens d'une organisation. On a désormais, des boîtes mail par équipe autonome, donc voilà, donc où tous les professionnels ont accès à leur boîte mail. Ça tous par exemple dans le bilan qu'on a fait, enfin dans les premiers échanges qu'on a eus avec Pierre-Louis lorsqu'on est allé rencontrer les équipes, on dit le gain que ça a été pour elles, d'avoir une boîte mail où ils peuvent échanger facilement. Ils se sont tous créés des groupes sur des messageries, voilà, donc ça a créé cette interaction du quotidien qu'elles n'avaient pas jusqu'alors, parce qu'elles n'avaient pas à l'avoir, elles travaillaient pas ensemble. C'est Mmh. QFD. Voilà, et donc là-dessus, ouais, ouais, on a vachement gagné en qualité, ouais. Mmh.
Il y avait une question aussi, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais sur le turnover dans vos équipes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Parce qu'on pourrait rajouter, on en a, ça continue. Moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'on a eu peu de départs euh, liés au changement d'organisation. Quand je dis peu de départs, Maria, je crois Je dirais que même pas de départ j'en en ai, lien avec ça. j'en ai un éventuellement si on tire vraiment un peu, Mm. si on tire un peu le truc, quoi. On n'a pas de gens qui nous ont dit ah non, moi je me retrouve pas dans un fonctionnement en équipe autonome, je veux partir. Voilà. Je préférais le fonctionnement d'avant. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réticences, hein, attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais voilà, on n'a pas eu de départ lié à ça. Et encore une fois, le turnover sur l'Agnon, par exemple, on voit qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Voilà. Sur Plérin, on en a encore un peu. Il faut qu'on continue à bosser. Mais on a quand même des premiers effets médias qui arrivent. Ouais. Moi, je me pose la question de est-ce que, enfin, là, avec votre recul, effectivement, les formations viennent de terminer. Vous êtes encore au démarrage du projet, puisqu'il y a vraiment ce temps de formation. On est vraiment là pour venir un peu vous bousculer, pardon, et vous accompagner dans la démarche. Mais vous, là, quelles sont aujourd'hui, je pense que vous l'avez dit, hein, vraiment vos fiertés par rapport à ces AES qui prennent aussi en main les choses. Donc, il y a vraiment ces fiertés, mais qu'est-ce que vous feriez différemment peut-être aujourd'hui si c'était à refaire? Oui, il y a peut-être rien du tout, hein. Qu'est-ce qu'on ferait différemment? Je sais pas. Euh, Comme ça, je saurais presque même pas. Ouais, enfin, en fait, on a eu la chance, dans la mesure, on s'est presque auto-corrigé au fur et à mesure du projet. C'est-à-dire que vu qu'on l'a fait par phase Mm, de déploiement, 2, 3, 3, comme je le disais tout à l'heure, on a vu par exemple sur la question de la communication, l'enjeu, voilà, la difficulté dans laquelle l'anxiété dans laquelle ça avait pu mettre les salariés, les personnes accompagnées quand on a fait l'annonce des équipes, par exemple. mm. Vous voyez, où on a bien vu que sur la première, on s'était trompé. On s'était trompé, on l'avait fait par mail, c'était trop impersonnel. Voilà, enfin, il y avait quelque chose, on avait voulu choisir l'efficacité, voilà, et c'était pas la bonne modalité de communication, ce qui fait que sur la deuxième vague, Maria, si je dis pas de bêtises, on est allé rencontrer les équipes, par exemple, pour leur annoncer le groupe de personnes qu'ils allaient accompagner. mm. Et là, On a ça a été été vache. rencontrer l'équipe 1 après, du coup, et c'est là qu'ils nous ont dit, bah non, on aurait peut-être fait autrement, alors que du coup, on a été les rencontrer, mais peut-être un peu trop tard. Donc, Ouais. on l'a corrigé sur le deuxième. Ouais. Mm. On a des questions aussi sur est-ce que vous avez été confronté à des collaborateurs qui à la base étaient emballés par le projet, mais qui se retrouvent dans l'incapacité de prendre en main les nouveaux rôles? Mm. Je crois J'ai pas. envie de dire non. J'ai envie de dire non pour la simple et bonne raison que, sans démagogie aucune, il y a un rôle pour tout le monde dans l'équipe. Mm. En fait, on le voit bien. Et il y a une place pour tout le monde. Oui, bien évidemment qu'il y a des collègues pour qui c'est plus compliqué d'imaginer, d'être sur la rédaction d'un compte rendu, sur la co-construction de planning, voilà. Mais ceci étant, d'elles-mêmes, c'est des collègues qui ont pris vachement de place sur, voilà, sur, l'organisation, enfin, ça peut paraître très anecdotique encore une fois, mais, on arrive, c'est elles qui ont préparé tout le café, voilà, alors à chaque réunion où je suis allé, moi, il y avait des gâteaux, hein. Bon, le risque, c'est que tu peux vite prendre quelques kilos, mais, voilà, il y a cette volonté et donc je trouve qu'elles ont pris une place différente pour certaines. Voilà, et donc, j'ai pas eu la sensation qu'elles aient été mises en difficulté par ça. Voilà. Après, peut-être que dans le temps, potentiellement, si effectivement le rôle se restreint qu'à ça, vous allez me dire évidemment, on va être en limite de quelque chose. Peut-être. Ça, je suis pas capable d'y répondre là à l'instant. Mais au moment où on se parle, non, j'ai pas eu cette sensation. Il y avait une question aussi sur est-ce que vous avez fait évoluer les salaires en correspondance avec les missions de co-responsabilité? Ou est-ce Bah que vous avez non, d'autres leviers que les salaires? bah non, parce que du coup, le conseil départemental ne nous l'a pas permis. Non, je plaisante. Non, ça a jamais été traité et imaginé comme tel. Non, on n'a pas pu le faire évoluer, on ne les fait pas évoluer comme ça. Et on est vraiment, encore une fois, sur la valorisation qu'on a choisi de mettre en place, nous, c'est que ça me paraît évident hein, de le dire comme ça, mais que ce sont des vrais temps de travail qui sont valorisés, comptés comme du temps de travail. C'est-à-dire qu'on a des temps de mission, nous, ici. Voilà. Quelqu'un qui va travailler à la co-construction du planning,
et qui a 1 heure sur son planning, et ben, elle vient 1 heure ici dans les bureaux, elle travaille avec la facilitatrice, elles ont un ordi, elles sont sur le logiciel, et elles co-construisent ensemble et c'est un temps qui va être comptabilisé évidemment dans son décompte d'heures mensuelles. Donc voilà, la valorisation, elle s'est trouvée comme ça. On n'a pas eu trop de demandes, hein, de ce type-là. On a eu quelques remarques au début en nous disant: «Bah oui, mais Et au comment on va début, gérer?» généralement. On a eu mais des essais, quoi. ouais, voilà, mais ça a Généralement, pas c'est le été, moment où le projet n'est pas encore bien compris. C'est ouais. Oui, puis des fois, c'est des essais, mais c'est pas des réelles revendications. Bah, ils tentent leur chance. Mais non, ça nous a pas été remonté comme quelque chose d'indispensable pour faire cette mission, en tout cas. Et on prend une dernière question avant de conclure. Est-ce que elles ont le droit à, je dis elles, parce qu'on a quand même beaucoup de femmes, est-ce que les AES ont le droit à la déconnexion? Bah, ouais, enfin, elles ont même l'obligation, je dirais, mais oui, 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 bah, alors, je pense qu'en fait, elles se sont vachement régulées entre elles, c'est-à-dire aussi, c'est-à-dire que, ce qui pourrait potentiellement faire qu'elles déconnectent jamais, c'est qu'elles croulent sous les messages de leur groupe WhatsApp, de leur groupe, voilà. Je pense qu'elles se sont fixées des règles, elles ont enfin voilà, on l'a pas dit parce on pourrait avoir encore des milliers de choses à dire, mais ce qui est fondamental aussi dans un projet comme celui-là, c'est de se fixer une charte, par équipe, d'avoir un cadre, qui est le même pour l'ensemble des équipes et ça, c'est des éléments sur lesquels on a été vachement vigilants. Après, sans cynisme aucun, hélas, la question de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle et effectivement comment on arrive à bien concilier les 2. On sait que c'est extrêmement fragile, sur le domicile quelquefois donc voilà, on est extrêmement vigilant à ça, mais en tout cas, je pense pas que soit venu rajouter quelque chose. Au contraire, je dirais qu'elles le disent déjà, ce que ça a permis, c'est que, ben, c'est vachement plus simple pour gérer, le fait d'à un moment donné avoir besoin de se déconnecter parce que son gamin, il est pas bien et qu'il faut l'emmener chez le médecin et que c'est beaucoup plus facile de se tourner d'abord vers ses collègues pour dire: «Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ma matinée demain?» et puis, bah, je reprendrai, une après-midi en échange et cetera. Et ça, c'est des choses qui se vivent bien dans les équipes. Nous allons être obligés de conclure parce que je vois l'heure qui tourne. Osvaldo, peut-être un mot pour le secteur. Est-ce que tu souhaites au secteur comme changement à venir en termes de conclusion? Je pense que ça pourrait être pas mal. Et on vous laissera sur ça, sûrement. Oh la vache, la responsabilité est énorme. Totalement. Au secteur, j'en sais rien, je sais pas si j'irai jusque-là. Je crois juste que voilà, j'ai essayé de le dire avec beaucoup d'humilité, mais c'est passionnant. C'est passionnant de se donner la possibilité d'une autre organisation, d'une autre façon de vivre les relations professionnelles, de penser une autre organisation. En tout cas, moi, ça a réenchanté un peu mon quotidien de directeur, et ça m'a donné, la sensation d'avoir la prise sur quelque chose, là où quelquefois, je pouvais avoir l'impression ouais, de manquer de prise, ouais, je trouve que c'est une façon intéressante de répondre aussi, alors peut-être que finalement je reviens au secteur, mais ouais, aux défis actuels du secteur, d'attractivité et cetera. On n'a pas les leviers sur tout, loin de là, notamment sur la question des salaires, voilà. Par contre, on a des leviers sur la question de l'organisation du travail et de la philosophie, qu'on a envie d'impulser dans nos organisations, et je trouve on aurait tort de s'en priver. Super. Ben, en tout cas, merci, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'on a il y a une question, on n'a pas eu le temps d'y répondre, mais n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Vous pouvez m'adresser un mail à alison@compagnie.fr si besoin. Et puis sinon, on ne manquera pas de vous contacter si besoin. Merci beaucoup à tous. Merci Maria, merci Osvaldo. Et Merci à puis, vous. après-midi. Au revoir. Au revoir.